Bonjour et bienvenue à la séance 9 du cours sur l'histoire de l'Angleterre sous le règne d'Édouard VI. Aujourd'hui, nous allons parler des interprétations historiographiques du règne d'Édouard VI. Tout d'abord, voici un plan de la séance. Alors, pour l'introduction, on va parler de pourquoi l'historiographie d'Édouard VI est-elle controversée, les visions traditionnelles du règne d'Édouard VI, qui est une régence dominée par les conseillers. On voit ici ces deux principaux conseillers et régents, Édouard Seymour et John Dudley, respectivement duc de Somerset et duc de Northumberland. Bon. Un règne fragile et chaotique, la perception négative des réformes religieuses, révision historiographique et analyse récente, en troisième lieu, une monarchie plus influente que supposé, un programme réformateur structuré, une réévaluation des crises économiques et sociales. Le rôle du protestantisme et des régents dans l'historiographie du règne, l'image d'Édouard VI façonnée par les courants religieux et l'influence sur la cité de Somerset et de Northumberland, que je vous ai montré précédemment. Conclusion entre mythe et réalité. Comment comprendre Édouard VI aujourd'hui? Bon. Introduction. Pourquoi l'historiographie d'Édouard VI est-elle controversée? Le règne d'Édouard VI, 1547 à 1553, est l'un des plus difficiles à analyser parmi les monarques Tudors. Son court passage sur le trône, son jeune âge et la domination de ses régents ont conduit à une lecture historiographique souvent influencée par des considérations religieuses et politiques. Pendant longtemps, les historiens ont présenté son règne comme un interlude instable entre Henri VIII et Marie Ier, marqué par des réformes protestantes radicales, des troubles sociaux, une administration faible. Cependant, depuis le XXe siècle, de nouvelles analyses ont émergé, mettant en lumière une monarchie plus cohérente que l'on avait longtemps supposé et un rôle non négligeable du jeune roi dans l'orientation politique du royaume. Cette séance explore les différentes visions historiographiques qui se sont succédées et comment elles influencent notre compréhension du règne d'Édouard VI aujourd'hui. Vision traditionnelle du règne d'Édouard VI. Un roi sous influence. Un règne dominé par ses régents. Dans l'historiographie traditionnelle, Édouard VI est souvent dépeint comme une marionnette entre les mains de ses régents successifs, Édouard Seymour, duc de Somerset, et John Dudley, duc de Northumberland. Cette lecture s'appuie sur l'idée que, du fait de son jeune âge, il n'avait aucune prise réelle sur les affaires du royaume, et que la politique était entièrement dirigée par les factions rivales de la cour, soit Somerset et Northumberland. Somerset, régent de 1547 à 1549, est souvent décrit comme un réformateur idéaliste mais incapable de gérer les crises sociales et économiques. Northumberland, après la chute de Somerset, John Dudley, est vu comme un opportuniste pragmatique ayant consolidé son pouvoir personnel avant de précipiter la crise de succession de 1553 avec l'épisode de Lady Jane Grey. Dans cette optique, le règne d'Édouard est un gouvernement de faction où le roi lui-même joue peu de rôle actif. Bon, vision traditionnelle du règne d'Édouard VI, deuxième partie. Un règne fragile marqué par des troubles. Les historiens du 19e siècle et du début du 20e siècle ont souvent insisté sur l'instabilité du règne d'Édouard VI. Les révoltes de 1549, révolte occidentale et révolte de Kent, qu'on en a parlé lors du cours sur les rébellions de 1549, séance qui est la séance 4, si je ne m'abuse, ont été interceptés comme des signes d'un gouvernement inefficace et d'un mécontentement généralisé. Les crises économiques exacerbées par l'inflation et les enclosures ont été vues comme des preuves d'une mauvaise gestion de l'économie. La politique étrangère sous Édouard VI est parfois jugée désastreuse, notamment avec l'abandon de Boulogne en 1550, ce qui marque un affaiblissement diplomatique de l'Angleterre. Bon, ici le comté de Boulogne, que l'Angleterre possédait. Bon, ça a été repris par la France. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de possessions anglaises en France à une certaine époque, car le roi
d'Angleterre étaient français, et ils voulaient les conserver. Cependant, pour revenir à nos moutons, la France a repris Boulogne, et là, l'Angleterre, qui est ici, bon, c'est sûr qu'on ne voit pas toute l'île de Grande-Bretagne, on ne voit pas l'Angleterre au complet, mais n'empêche. Et ici, on a Calais, qui est en blanc, qui appartient encore à l'Angleterre jusqu'en 1558, sous le règne de Marie Ier. Elle va le perdre. Et faire une histoire courte, elle va dire que si on lui ouvrait la poitrine, on pourrait lire sur son cœur Philippe, le nom de son mari, et Calais. Juste pour vous dire que conserver Calais lui tenait bien à cœur, même si en même temps finit par le perdre. Bon, vraiment, l'affaiblissement diplomatique de l'Angleterre, c'est vrai que ça peut représenter comme un règne faible. Je l'admets. Bon. Une réforme religieuse imposée et destructrice, une autre vision traditionnelle du règne d'Édouard VI. Les historiens catholiques, en particulier, ont longtemps insisté sur l'idée que la réforme sous Édouard VI était brutale et imposée d'en haut, contribuant à une fracture religieuse profonde. L'adoption du Book of Common Prayer en 1549 et sa révision en 1552 ont été perçues comme une attaque systématique contre l'Église traditionnelle. En somme, cette lecture traditionnelle fait du règne d'Édouard VI un moment de transition chaotique caractérisé par une faible gouvernance, des tensions sociales et une réforme religieuse imposée sans consensus. Bref, c'est pas un règne fort et puissant, selon les interprétations et selon les visions traditionnelles du règne d'Édouard VI. Les révisions historiographiques et analyses récentes montrent un roi plus influent qu'on ne le pensait. Depuis le milieu du 20e siècle, des historiens comme Jennifer Locke et Stephen Alford ont réévalué le rôle personnel d'Édouard VI. Contrairement à l'image d'un roi passif, il apparaît désormais qu'Édouard avait une forte conscience politique et religieuse, pardonnez-moi. À partir de 1550, il joue un rôle plus actif dans les décisions politiques, notamment en soutenant activement le protestantisme radical. Ses écrits personnels montrent un engagement idéologique profond et où il se considère comme un monarque élu pour achever la réforme en Angleterre. Certains historiens suggèrent que, loin d'être manipulé par ses régents, Édouard avait ses propres ambitions et influençait les décisions prises en son nom. Bon, une politique réformatrice structurée, plutôt que d'être une période de chaos, le règne d'Édouard VI est parfois interprété comme un moment clé dans l'établissement du protestantisme en Angleterre. Les réformes religieuses, sous le duc de Northumberland, ne sont pas de simples improvisations, mais un projet cohérent visant à stabiliser une église protestante d'État. La publication du second Book of Common Prayer, 1552, marque une avancée décisive dans la rupture avec le catholicisme. La centralisation de l'administration amorcée sous le duc de Somerset et renforcée par le duc de Northumberland prépare en partie l'Angleterre au gouvernement d'Élisabeth Ier. Une vision plus nuancée des crises économiques et sociales. Donc, les historiens modernes insistent sur le fait que les problèmes économiques sous Édouard VI ne sont pas uniquement liés à une mauvaise gestion, mais aussi à des facteurs structurels hérités du règne d'Henri VIII, le père d'Édouard VI. L'inflation et la crise des enclosures avaient commencé bien avant 1547. John Dudley, duc de Northumberland, a en réalité réussi à stabiliser les finances après 1550, un élément souvent négligé dans les analyses traditionnelles. Les troubles sociaux, bien que sérieux, ne sont pas propres à ce règne, mais s'inscrivent dans une tendance longue sous les Tudors. Bon. Le rôle du protestantisme et des régents dans l'historiographie du règne. L'image d'Édouard VI a été fortement influencée par les débats religieux.
Les historiens protestants du 16e, du 17e et du 18e siècle l'ont présenté comme un jeune Josias, un roi guidé par Dieu pour instaurer le véritable christianisme en Angleterre. Les historiens catholiques du 19e siècle l'ont dépeint plutôt comme un enfant manipulé, victime des intrigues des réformateurs radicaux. L'opposition entre Édouard Seymour, duc de Somerset, et John Dudley, duc de Northumberland, a aussi marqué l'historiographie. Somerset est souvent vu comme un réformateur idéaliste, tandis que Northumberland est décrit comme un politicien pragmatique et autoritaire. Conclusion. Entre mythe et réalité, comment comprendre Édouard VI aujourd'hui? L'image d'Édouard VI a longtemps oscillé entre roi marionnette et jeune réformateur visionnaire. Aujourd'hui, les historiens tendent à nuancer ces extrêmes, en reconnaissant qu'il était un roi engagé, bien que limité par son jeune âge et par les luttes politiques de son temps. Son règne reste un moment clé dans l'affirmation du protestantisme et la consolidation de l'État Tudor, et son importance historiographique continue d'être évaluée. Ici, on a la rose Tudor qui symbolise la famille des Tudors. Bon, moi là-dessus, j'ai terminé. Donc là, voici une bibliographie suggestive avec les ouvrages généraux sur le règne d'Édouard VI, sur la politique religieuse et l'influence du protestantisme et l'historiographie et débats récents, qui sont des ouvrages facultatifs que vous pouvez consulter si vous voulez aller plus loin. Ils ont été très utiles aussi pour le cours sur l'historiographie. Bon, c'est toujours facultatif d'aller plus loin, mais si vous voulez aller plus loin, vous avez ces ouvrages-là. Vous pouvez aussi en trouver d'autres, peut-être d'autres ouvrages sur Internet pour attirer votre curiosité. Bon, là-dessus, moi, je vais vous revoir très prochainement dans une autre vidéo sur les débats historiographiques du règne d'Édouard VI. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. À plus.